Je voudrais, dans mon accord avec François Racheline, marquer un léger désaccord qui va me permettre de dévier sur autre chose. Évidemment, le marché n'est pas fondé par l'État, il n'est pas construit par l'État, il est utilisé. Le marché est fondé par l'échange. Bon, je crois qu'il faut savoir ça, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à reprendre un peu ce qu'est l'histoire de l'échange pour voir comment cette histoire de l'échange nous mène à la dérive où nous sommes. Bon. D'ailleurs, ça a des liens avec la discussion qu'on avait ce matin. Le premier échange, c'est le don et le contre-don. C'est ce qu'on appelle l'échange total. L'objet n'a pas d'importance. L'important, c'est les deux personnes qui s'échangent. L'objet n'existe que par rapport à ces deux personnes qui s'échangent. Donc c'est un échange qui est extraordinairement riche, mais qui, évidemment, économiquement, socialement, est assez pâteau, parce que effectivement, on va pas aller très loin dans le progrès en se regardant juste, en attendant le contre-don, en faisant un petit tour dans les îles d'à côté, en ramenant l'objet. Bon. La naissance de la modernité, c'est le vrai échange. C'est celui dans lequel je suis capable de remettre un objet et qu'on me remette immédiatement quelque chose de valeur équivalente qui finit par s'appeler l'argent, même si on peut penser au troc de temps en temps, et je passe à autre chose. La personne qui me l'a vendu n'a aucune importance, la personne à qui j'ai vendu n'a aucune importance pour moi et je fais autre chose. À partir de là, le marché des objets se développe, comme le disait François, il ne suffit pas de l'échange, il faut ensuite des marchés. Et puis à mesure que vous créez ces marchés, vous les développez, le signe d'argent prolifère et vous rentrez dans l'échange du signe d'argent. Vous n'échangez pas les objets, vous échangez de la monnaie pour de la monnaie, c'est ce qu'on appelle dans la banque le marché primaire d'un côté, où vous allez faire des actions qui visent directement à financer l'achat des objets, et le marché secondaire, sur lequel vous allez faire tourbillonner les actifs financiers sans référence à aucun objet utile à la société, et vous allez fabriquer de l'argent avec ça. Bon. Et donc, à mesure qu'on avance dans l'histoire, la division du travail, la belle main invisible de la nature, nous fait reconnaître que l'échange, c'est le vrai enrichissement, mais en même temps nous met dans une situation où les marchés passent des marchés d'objets sur lesquels on construit de la valeur à des marchés tout simplement spéculatifs sur lesquels on échange des signes et on gagne de l'argent sans fabriquer de la valeur. Et la vision de ça, elle date de Weber. Il a écrit un petit bouquin qui doit être, je ne sais pas quoi, en 1895, qui s'appelait La Bourse. La bourse est un endroit où l'objet s'absente, disait-il. Celui qui le vend ne l'a sans doute jamais vu, et celui qui l'achète entend le revendre le plus vite possible pour faire un profit. Il avait absolument vu la chose. Bon. Alors, avec ça, on est effectivement passé d'un État qui construit le marché, hein, on en a d'ailleurs parlé récemment avec François, la Confédération germanique, comment est-ce que Bismarck et les Allemands fabriquent la Confédération germanique sous le contrôle de la Prusse, c'est par le Zollverein, c'est en montrant que économiquement, par le libre-échange interne, ils peuvent faire véritablement quelque chose auquel l'Autriche ne se joint pas, et l'Autriche est marginalisée. Bon. Braudel a évidemment décrit que le capitalisme et l'État, c'était la même chose, ils s'en identifiaient l'un à l'autre, etc. Bon. Mais je crois qu'il y a deux questions. Dans cette dérive, il y a une dimension idéologique, qui nous vient aussi d'Allemagne ou du moins d'Autriche, qui est que, après la guerre de 40, on considère que l'État est totalitaire et que l'arbitraire de l'État doit être contrôlé. Bon. Et donc, le grand économiste d'après-guerre, Hayek, qui est d'ailleurs finalement, je crois, de nationalité anglaise, il dit non, mais il n'y a qu'une chose qui puisse nous protéger des États, c'est l'autorégulation du marché. Bon. Et donc, cette idéologie-là qui renaît après la guerre de 40, qui ne s'exprime pas encore parce qu'on est en plein après-guerre, reconstruction, Bretton Woods, etc., mais qui va beaucoup mieux s'exprimer ensuite quand les libéraux reviennent au pouvoir à la fois en Angleterre et aux États-Unis. C'est cette idéologie-là qui prend, qui organise la dérégulation et qui a servi volontairement, idéologiquement, l'État au marché. Alors, ça c'est un phénomène. L'autre phénomène, c'est simplement le phénomène de la prolifération de l'argent que Cyrulnik a appelé, dans la science, et qu'il a utilisé pour faire une comparaison avec le système financier, le phénomène de surpâture. Le phénomène de surpâture, c'est tellement formidable ce marché
qu'il se développe beaucoup, et non seulement il est très encombré, mais ses propriétés mutent, les propriétés même du marché mutent. Donc, d'abord, quand le marché prolifère dans la dérégulation, il devient immaîtrisable, et on l'a bien vu, mais surtout, il change une donnée essentielle qui était la donnée d'Adam Smith, c'est que dans le marché tel qu'il est conçu comme bon compagnon de la démocratie, le marché fait du profit qui est justifié par la valeur qui est créée par la société. Je crée une entreprise, je fabrique des emplois, je peux prétendre que quand j'ai gagné de l'argent, c'est parce que j'ai fait quelque chose de bien qui se répercute sur les autres. Or, le phénomène de surpâture, dans ce cas-là, il conduit à observer qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui n'apportent aucune valeur à la société. C'est d'ailleurs valable du fait de la prolifération de l'argent, aussi certainement, pour une part, du fait de la prolifération des consommations immatérielles, qui fait qu'on peut fabriquer de la consommation immatérielle de plus en plus, sans réellement fabriquer d'emplois pour les gens. Bon. Et c'est un immense sujet. Bon. Donc, moi, j'ai une position qui est très simple. Il y a inversion fondamentale du rapport entre le marché et l'État. Le marché s'est placé au-dessus de l'État. Il a, évidemment, en faisant éclater les frontières, empêché les capacités de regouvernance des marchés par l'État. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et donc, si on prend la grande expression « faut-il changer nos désirs ou faut-il changer l'ordre du monde ?» Je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais dit aux Français, écoutez, vous n'avez pas changé l'ordre du monde, il faudrait peut-être changer nos désirs pour s'adapter à l'ordre du monde. C'était l'idée qu'on pouvait se faire il y a une dizaine d'années quand on était plutôt libéral progressiste, si j'ose dire. Aujourd'hui, on dit non, quand même, il faut changer l'ordre des choses. Il faut rechanger l'ordre des choses. Alors, il le faut d'autant plus d'ailleurs parce que ce système de prise en main par le marché est profondément inégalitaire. Et ce n'est pas seulement du fait de la société de marché financier, c'est du fait de la globalisation et de la montée de l'économie virtuelle qui nous met dans cette situation de winner take all, où on a, vous avez revu dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier, l'évolution relative des revenus en France. On commence à connaître un phénomène à l'américaine où tout se concentre sur le premier centile. Deuxièmement, je pense qu'on a, on va en parler longuement, un problème avec l'élite. Je crois qu'il faut lire le petit bouquin de M. Beffa qui dit « La France doit choisir ». Bon, je pense que la France n'a pas choisi, sauf que l'élite a choisi le libéralisme anglo-saxon et que le peuple reste dans son système à lui, le refuse, et que ce rapport-là crée une sécession assez forte entre les dirigeants français et l'opinion de la population qu'il faudrait, si on était capable, essayer de réconcilier. Et ensuite, on parlait de nécessité ce matin. Je pense que même dans la pensée économique, on est sorti du rationnel. Vous savez que toute la théorie économique est fondée sur l'utilité marginale, sur un monde de nécessité. J'ai repris cette petite phrase de Renan qui est assez intéressante, qui dit si l'histoire était dominée par la nécessité, on pourrait tout prévoir, mais si elle est dominée par le jeu de la passion et de la fortune, on ne peut rien prévoir. Et dans un monde dominé par l'argent, puisque l'argent n'a pas de limite quantitative, il défie les lois de l'utilité marginale décroissante. Eh bien, moi, je pense que nos théories économiques, alors on pourra en parler longuement, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, etc., les théories économiques classiques sur lesquelles on fonctionne encore sont relativement dépassées. Donc il y a deux façons de faire, ou trouver des nouvelles théories économiques formidables, ou essayer de recaler le monde à l'intérieur de quelque chose qui fonctionne à peu près. Alors, quelle est la capacité de réponse à ça ? Pour moi, j'adhère à Régis Debray sur l'idée des frontières. Je pense qu'il n'y a pas de collectivité sans frontières, et il faut entendre cette frontière comme positive. La société de marché financier a détruit nos frontières où qu'elles soient, qui sont des frontières qui ne cherchent pas à se séparer de l'autre, qui cherchent à identifier un groupe solidaire qui peut créer consensus et au sein duquel on puisse prendre des décisions souveraines. Je crois qu'à partir de là, on a deux solutions. Deux solutions simples, il y en a peut-être d'autres. Bon. La première, c'est de revenir à la frontière nationale en disant il nous faut un nouveau projet national, il faut retrouver nos capacités d'action au niveau national.
c'est grosso modo la destruction de la zone euro, on reprend le franc et on fait autre chose. C'est pas théoriquement impossible. Je pense que la France a, du point de vue de ses ressources, de ses infrastructures, de son éducation, de son territoire, de la qualité de ses entreprises, aurait la capacité matérielle et technique à le faire. Je pense qu'il n'y a absolument aucun consensus social pour qu'on puisse faire ça de manière apaisée. Je pense que c'est la guerre interne. Si on fait ça, il me reste 10 secondes. Mais j'ai connu, c'est les 10 secondes. C'est vos 10 secondes, elles sont assez longues. Donc, je crois que le retour aux frontières nationales est quelque chose qui n'est pas totalement impossible, à l'intérieur duquel on peut vivre, même dans une économie globalisée assez large. Vous savez que le World Economic Forum vient de sortir la liste des pays les plus compétitifs. 4 des 5 premiers pays sont européens, ils sont tous petits. Donc la Suisse, la Suède, la Hollande, etc. Bon. Donc je dirais que ce n'est pas la version hollandiste du futur, c'est la version plutôt hollandaise, je dirais. Donc, bon. Alors maintenant, sur la version hollandiste, je n'en vois qu'une, c'est le projet européen. Moi, je suis profondément européen. Je trouve qu'inscrire, nous avons la capacité, nous avons une vraie culture européenne commune. Je pense qu'on a un modèle social qui n'est pas exactement le même partout, mais qui est assez homogène par rapport au reste du monde. Je pense qu'on est dans un monde dans lequel les États-Unis et la Chine vont compter énormément et qu'un effet de puissance de l'Europe est possible, certainement sur base de l'eurozone. Et je pense que nos hommes politiques se sentent absolument incapables de porter ce projet. Hein. Je lisais un interview de Moscovici la semaine dernière dans les Échos où on lui posait la question de savoir comment il voyait l'union politique. Il dit « Ah ben l'union politique, c'est la solidarité par les eurobonds. » Bon, si on en est... C'est le grand sujet immédiat, l'euro. Mais il n'y aura pas d'adhésion de l'opinion à un projet européen si ce projet n'est pas politique, social, économique et démocratique. On puisse mettre notre bulletin dans la même urne. Madame Angela Merkel a dit en début d'année, l'Europe c'est de la politique intérieure. Je crois qu'il faut lui dire banco, allons-y, comment on le fait. Bon. Pour l'instant, et j'en termine, enfin. Je suis d'accord pour dire, Monsieur Draghi, c'est très bien, mais Monsieur Draghi, je pense qu'il fait un peu honte aux politiques, parce qu'il fait un métier qui n'est pas le sien. Il est obligé, c'est absolument indiscutable, de dépasser son mandat pour fabriquer de l'État, si j'ose dire, au niveau européen, où il n'y a pas d'État, pour revenir à l'État. Il n'y a que 2 choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il faut les faire, mais ça ne suffira pas. 1, faire ce que fait Mario Draghi. 2, de faire un État bancaire, si j'ose dire européen, c'est ce qu'on appelle l'union bancaire. C'est extrêmement important de le faire. C'est politiquement acceptable parce que tout le monde se dit que de toute façon, on tord le cou des banques et ça c'est la bonne formule, alors que c'est politiquement très intégrateur. Donc je suis tout à fait d'accord sur ce passage-là, c'est très important. Mais dans les mois qui viennent, s'il n'y a pas un projet politique qu'on puisse opposer notamment à l'opinion allemande, qui n'est pas contente du tout de ce qui se passe, alors on va retrouver les problèmes qu'on a connus et on s'en sortira pas. Donc, c'est pas facile, et on parlait de où on va. Moi, mon ancien patron au CCF me racontait toujours la fameuse... là, on va aller à la fin de le fameux proverbe de l'Irlandais qui demande « Comment fais-je pour aller là-bas ?» et dit « Pour aller là-bas, faut pas partir d'ici ».